Mesdames, Messieurs, bonjour, queer. En ce mois de mars, nous avons des invités incroyables à Coconut Podcast. Nous allons rencontrer une personnalité. Alors là, elle se passe de présentation à travers la nation et dans ce que l'on peut appeler la planète basketball. Messieurs, dames, dans un premier temps, je me dois de vous dire qu'il est, de par son expérience en la matière, oui, gérant dans cette grande boîte qui est celle de Apple, mais également, il est commentateur, analyste à la radio, entre autres à TSN 690 sur la bande AM, bien sûr, mais également, vous le retrouvez au petit écran chez RDS. Oui, il est également commentateur, analyste de basketball. C'est avec un immense plaisir que nous accueillons l'un des gourous du basketball au Québec. On le reconnaît communément si bien avec son fameux hashtag « Oui, papa ». Accueillons à Coconut Podcast Peter Yiannopoulos. Bonjour Alain, comment ça va? Oui, papa, toi et bonne journée. Oui, papa. Peter Kalimera. Kalimera, Alain. Ah! La polyvalence de la langue, j'adore. Pospaille. Polikala. Imekala. Si. Peter Yiannopoulos, on vient de t'introduire dans la langue de tes ancêtres, si on peut le dire ainsi, le grec. On a testé, tu passes le test. Ouais, tu parles bien la langue de chez vous, comme on dit. T'es polyglotte, entre autres. Comment vas-tu, Peter? Ça va excellent, Alain. Je peux te dire, on est rendu en 2021. Ouais. Seulement la prospérité, la santé et le succès, on va l'avoir cette année en 2021. On va l'avoir. Excellent. Comme je demande à tous mes invités, en ces temps de confinement, couvre-feu, comment ça s'est orchestré pour toi dans un premier temps sur le plan personnel? On sait qu'il y a ton petit garçon, il y a sa maman, madame. Comment ça s'est orchestré à la maison? On voit tout plein de livres derrière toi. Est-ce que tu as pris ce moment pour faire lecture à fiston? On t'écoute. Mais c'est clair, comme tout le monde, on a passé beaucoup de temps à la maison. Pour moi, je suis très, très content et très fier parce que c'est du temps où on travaille. La vie passe extrêmement vite dans nos jours. Le boulot, le travail, le sport et le tout. Et là, c'était une opportunité d'être présent avec mon fils, Sotirios, et évidemment, Madame Oui Papa, ma femme. Fait que on s'est passé beaucoup de temps ensemble. Fait que ça fait du bien des livres. On n'essayait pas trop de regarder du Netflix, même si mon fils adore le Netflix et son iPad, mais quand même, passer du temps en famille, ça fait du bien pour nous. OK, oui. Excellent. Tu nous as parlé de madame, tu nous as parlé de fiston, mais tu as oublié quelqu'un, parce qu'on peut le personnifier, ton chat. Peter, comment va ton chat qui occupe une place importante au sein du nucléos familial? Parle-nous-en donc un peu. Ouais, mais écoute, Maggie est très importante pour notre famille. Elle prend sa place. Elle dort beaucoup. Okay. Elle dort beaucoup. Fait que non, c'est excellent. Mon fils l'adore. Rendu à son âge maintenant, Maggie prend son temps. Elle est tranquille. Okay. Elle fait qu'est-ce qu'elle veut. Peut-être qu'elle est vraiment la boss de la maison, mais c'est correct. On l'adore quand même. L'éminence grise de la maison. Peter, tu nous as dit que durant le confinement, tu étais très content car tu as pu passer du temps en famille. Tu nous as spécifié pas trop de Netflix, mais on a des recherchistes, nous, à Coconut Podcast, qui nous ont dit que durant le confinement, tu as pris le temps de regarder The Last Dance
parlant de Michael Jordan avec la famille. Peux-tu nous dire, durant ce confinement, comment ce fut délectable pour toi de dévorer la série de Last Dance? Est-ce que toi, tu avais un accès prioritaire ou tu recevais les épisodes avant les autres? On aimerait t'entendre très rapidement là-dessus, Peter. Mais écoute, Alain, j'ai beaucoup de connexions dans le monde de basketball, mais je peux te dire, j'avais pas de connexion pour avoir le Last Dance avant tout le monde. Fait que j'étais comme toi et tout le monde à travers le monde qui a attendu impatiemment chaque semaine pour regarder 2 épisodes, mais c'était incroyable. Pour moi, je suis un petit gars, un Québécois de Saint-Léonard. J'ai grandi ici et j'ai joué au hockey, j'ai joué un peu au soccer, mais après, j'ai commencé avec le basketball. Mes 2 héros de basketball, c'est Magic Johnson des Lakers de Los Angeles, que j'adorais avec le Showtime. Ça a l'air que tu lis Magic Johnson, ça a l'air que ton livre, le livre que tu as lu le plus, tu l'as lu près de 15 fois. C'est ce livre de Magic Johnson. C'est intéressant, ça. Ah, j'adore Magic. C'est quelqu'un que j'adorais depuis qu'il jouait pour les Lakers. Il a grandi avec les 5 championnats. Exactement. Les passes par en arrière, les passes partout. Mais après, Magic, il y avait un certain quelqu'un qui volait Monsieur Air Jordan, Michael Jordan. Et en 1989, je me souviens, il jouait contre les Cavaliers de Cleveland. Il perdait par 1 point. Il restait 1 seconde. Jordan a pris le ballon, un double pump, il a réussi le lancer pour battre Cleveland. Il était comme ça après le lancer. J'ai pris mon ballon de basket, j'ai couru à la parc Lado-Versière à Saint-Léonard. J'ai essayé avec mes capacités athlétiques, qui étaient inexistantes comparées à Michael Jordan, pour réussir le même lancer. Finalement, as-tu réussi ton slam? Ouais, ben j'ai descendu le panier un petit peu. OK, c'est bon. On aime ça. Mais pour moi, Michael Jordan, comme tout le monde, il a vraiment galvanisé le sport de basketball, non seulement sur le terrain, mais à l'extérieur du terrain. Et là, on avait la chance de vraiment voir tout ce qui s'est produit avec Michael Jordan, les Bulls, Pippen, Rodman. Fait que j'étais tellement content de voir. Ça dirait que j'ai retourné dans les années 90 avec Michael, avec tout le monde. Mais j'étais content que tout le monde... Parce que c'est clair que de génération en génération, il y a toujours des grands joueurs, mais il y a un peu les plus jeunes qui n'ont pas vraiment vu le compétiteur qui était Michael Jordan, le gagnant, cette volonté de gagner. Il n'acceptait pas de perdre. Au basketball, au jeu de cartes, au golf, du ping-pong. Ouais, c'est ça. Il était toujours, tu sais, comme, il y avait cet esprit de compétition qu'on va découvrir, entre autres, dans Last Dance pour les plus jeunes. Nous autres, on l'a quand même vu jouer, là, tu sais. Son dernier lancé contre le Utah Jazz. Et puis, il remporte le championnat. Voilà. C'est 606. Hein? Ouais. 6 fois en finale, 6 championnats, 6 joueurs de plus utiles. Michael Jordan, écoute, on parle toujours c'est qui les meilleurs. Il y en a tellement des grands athlètes. On va revenir, on a une question là-dessus un peu plus loin pour toi. J'ai faire une comparaison, là, en quelque sorte. Avant même d'apprendre à te connaître, on sait que toi, tu es né à Saint-Léonard, tu es né au Québec, tu as grandi à Saint-Léonard et tu vas véritablement, comme tu disais, tu vas toucher à quelques sports, le hockey également, mais il apparaît que le sport qui va vraiment t'accrocher, eh bien, c'est un sport de ballon rond, clair, mais le basketball. Alors là, ça a l'air que dès les 13 ans, 14 ans, là, je pense qu'on est au niveau de cadet, on vient de terminer son Benjamin, et puis là, maintenant, à quel moment tu vas véritablement décider de laisser les autres sports de côté et de te concentrer sur le basket parce que tu vas connaître une carrière assez impressionnante tout de même en tant que joueur, on va voir, mais même en tant qu'entraîneur. Ça, c'est superbe, mais tu vas faire un Magic Johnson de toi très rapidement. Mais à quel moment le basket va vraiment occuper la place centrale dans la vie de Peter?
Ouais, c'est une excellente question. Écoute, comme j'ai mentionné, je joue au soccer, je joue au hockey que j'adorais. Puis au hockey, je jouais à assez haut niveau. Mais là, à mon école secondaire, l'école secondaire de Roberval, Oui, j'étais un étudiant. Académie Roberval. Ouais, on a changé le nom, c'est rendu une académie. Et écoute, j'ai connu tellement des belles années à l'école secondaire. Et en secondaire 1, je ne jouais pas au basketball. Mais on avait une belle tradition de basketball à notre école. Et une fois, j'ai décidé avec mon meilleur ami, Dejan Toncic, on a décidé d'aller regarder un match. On fait qu'on est allé dans le gymnase. Et le gymnase de Roberval, c'est pas un grand gymnase, mais il y avait de l'intensité. Il y avait quelque chose où ce que les gars travaillaient fort, ils jouaient avec une passion. Oh ouais, ça criait. Et après ça, j'ai dit à mon ami, j'ai dit, écoute, on va essayer pour l'équipe l'année prochaine. Pourquoi pas? Et j'avais jamais joué au basketball, mais jamais touché un ballon. Fait que je suis rentré en secondaire 2. J'étais nerveux, je rentre et je sais pas pourquoi, mais ils ont décidé de me garder dans l'équipe. Mais t'étais déjà grand quand même, t'es quelqu'un... Un petit peu, j'étais à peu près à 6 pieds 1. Bon. Et j'ai fait l'équipe. Et ma première année, c'était cadet, secondaire 2, j'ai pas joué. Okay. J'étais sur le banc parce que l'équipe, il y avait tellement des joueurs athlétiques talentueux, mais j'ai appris de ce sport. Et c'est quelqu'un que qui a changé ma vie. C'était mon entraîneur-chef. Il s'appelle Véli Janvier. Véli Janvier, il m'a pris à côté de lui, il m'a expliqué c'est quoi le basketball, il m'a expliqué c'est quoi la vie, c'est quoi de compétitionner. Et nous autres, on prenait l'autobus ensemble après les pratiques. J'étais avec lui. Okay. Lui, il restait à Anjou, j'étais à Saint-Léonard, métro Fabre, métro Saint-Michel, à 141. Ça, Iberville, ça, là, tu connais, là. Tout. Et là, le 141, j'arrêtais sur Vio et Lacordaire, mais je parlais avec mon coach et je voulais être comme lui parce que pour moi, il était un grand connaisseur, mais il était quelqu'un qui adorait tous ses joueurs. Et j'ai travaillé tellement fort, je l'écoutais, j'étais un étudiant de basketball, j'écoutais les matchs de l'NCAA, de l'NBA, je prenais des notes. Et après, j'ai essayé de mettre ses talents, ses capacités d'être un athlète, ou ce que j'étais de hockey, j'ai transformé ça en basketball. Et après, en secondaire 3, j'ai commencé à jouer un petit peu plus. Secondaire 4, on gagne le championnat. Wow, on avait le Perfect Team. Festival on avait 16 Festival d'automne, Édouard Montpetit, c'est tout là. Ouais, on a gagné le championnat, le GMAA, qui était la ligue de secondaire où qu'on participait. Et en secondaire 4, j'étais un grand joueur. Je faisais beaucoup de points, mais j'étais un joueur qui jouait à l'intérieur. Et on avait des grands joueurs à côté de moi. Mais l'année après, tous mes coéquipiers ont gradué. Alors, j'étais le seul joueur. Et j'avais deux autres joueurs, Hubert Fortune, des gens. Mais j'avais plein de jeunes. Et là, Véli Janvier m'a dit, tu vas devenir un meneur de jeu. Fait qu'il m'a donné le ballon comme meneur de jeu parce qu'avant, je jouais à l'intérieur. Et écoute, j'ai travaillé fort. J'avais une moyenne, je sais pas, de 31 points, le meilleur marqueur de la ligue, mais ça transformait joueur de l'intérieur à l'extérieur. Mais la passion, j'adorais parce que de 3h à 6h30 chaque jour, on jouait au basketball, on pratiquait à de Roberval. Mais après, quand je finissais à 6h30, je prenais l'autobus et j'allais jouer au hockey parce que j'avais une pratique à 7h30. Fait que je faisais les deux sports. Dans le temps, on faisait beaucoup de sport. Il y avait une polyvalence dans le sport, mais pour moi, c'est dès que j'ai touché le ballon, je suis rentré dans le gymnase de l'Académie de Roberval, c'était terminé pour moi. Et aujourd'hui, je te dirais, en 1989, 2021, je suis sur le podcast Le Coconut avec Alain Jourdain. C'est incroyable, hein? Tu sais, tout le chemin parcouru aujourd'hui, on te fait découvrir au plus grand nombre de la diversité, mais également de la société d'accueil que toi-même tu as aidé, que tu aides à construire au jour le jour. Une question pour toi. Aujourd'hui, on sent que madame s'occupe bien de Peter, bien portant. À l'époque qu'il était joueur au secondaire, à 6 pieds 1, 6 pieds 2, est-ce que Peter, c'était une échalote? Est-ce que, quand tu rentrais dans le gymnase, là, on te voyait au loin, là, dû à ta carrure? Écoute, moi, je suis grandi avec une famille grecque. Fait que ma mère et mon père, ils m'ont donné les valeurs que j'ai aujourd'hui. Ça, c'est clair.
Mais ma mère, elle voulait que je mange très bien comme un jeune joueur, un jeune adolescent. Fait que la cuisine grecque, on avait à la maison. Fait que pour moi, j'adorais manger beaucoup à la maison. Fait que j'avais pas le choix, Alain, de vraiment m'entraîner à l'extérieur, sur le terrain, dans les parcs. Ouais. Dans les parcs aussi. Et c'est là que j'ai transformé mon talent de basketball parce qu'on jouait à l'école, on pratiquait, mais on n'avait pas toujours le même temps. On n'allait pas dans tous les tournois que les jeunes ont la chance de participer aujourd'hui. Mais dans les parcs Lardauversière, comme j'ai mentionné, Parc Hébert, dans les parcs à Montréal-Nord, je prenais mon bicycle, on allait tout le temps avec mes amis, Jonas Germanin, Marcelin Mitt, tous ces gars, on jouait dans le parc. Et c'est comme ça que j'ai appris à être un compétiteur et de vraiment survivre quand tu joues dans une cage dans le parc. Il faut gagner pour rester sur le terrain. Fait que, pour moi, tous mes frères, tous mes coéquipiers, tous mes adversaires, je les dois tellement de respect parce qu'ensemble, on a grandi, on s'est développé. Ben, c'est ça qui est intéressant, le respect, parce que tu as su te faire respecter sur le terrain. C'est qui cette grande échalote que maman prend soin, qui vient nous faire voir un peu ses habiletés sur le terrain? Mais toi, tu étudiais la joute, tu étudiais la game, comme on dit, mais tu as rencontré des entraîneurs et entre autres certains entraîneurs qui vont te motiver. Sur tes réseaux sociaux, lorsqu'on te suit, on voit que tu fais l'éloge du travail de ces entraîneurs de l'ombre, mais qui participent énormément à l'amélioration de la société québécoise, puisque ceux-ci vont transmettre certaines connaissances au niveau du sport à leurs joueurs, mais parce que tu prends le temps d'écrire, tu commentes les photos et tout, tu dis que ces joueurs vont contribuer au développement personnel des joueurs qui sont sous leur tutelle, si on peut dire ça comme ça. Moi, j'aimerais t'entendre là-dessus. Selon Piteux, puisque tu connais le monde du basketball, il y a plusieurs entraîneurs qui sont dans l'ombre, mais pourtant qui nous développent, eh bien, alors là, les Fortier de l'époque, les Marco Volsi, les Yiannopoulos de ce monde, les Dor, les Boucher, Mana, pour ne nommer que ceux-ci. J'aimerais t'entendre en ce qui a trait à ces entraîneurs de l'ombre que tu as la chance de côtoyer quand même et que tu nous fais découvrir sur une base hebdomadaire, pour ne pas dire. Je t'écoute. Oh oui, écoute, pour moi, le basketball, c'est ma vie et je suis très reconnaissant qu'est-ce que le sport, le jeu, le basketball m'a amené pour moi côté personnel et côté professionnel. Je suis très chanceux présentement de travailler pour RDS, TSN, toutes les stations. Je suis à la finale à NBA. Je côtoie tous ces des grandes équipes, les agents, les directeurs généraux, mais tout ça a commencé à l'école secondaire de Roberval. Et j'avais mon entraîneur Véli Janvier, mon autre entraîneur qui était mon professeur d'éducation physique, Monsieur Robinson, qui était comme notre père, qui était Monsieur Discipline aussi. Monsieur Robinson, est-ce que c'est un monsieur haïtien peut-être? Oh, c'est clair, c'est clair. Même Véli Janvier, écoute, l'école secondaire de Roberval, c'était une école haïtienne. Je te dirais 3/4 des élèves étaient des Haïtiens. Et c'est comme ça que j'ai appris le créole. J'ai appris de comprendre le créole. Oui, mais c'est ça pour ça me dit, ils sont polyglottes. Parce que, bon, nous connaissons que y'en plus bons amis, c'est un Jamaïcain, ou c'est d'origine grecque, ou toujours fait Montréalaise découvrir une série de personnalité dans le milieu basketball. Piteux Yiannopoulos, je n'avais pas le choix que de te montrer moi également, parce que ma sœur parle quand même très bien grec, elle travaille dans les hôpitaux et tout, et puis ben, très bien, elle connaît quand même très bien pour une jeune d'origine haïtienne. Puis là, je me suis dit, Piteux comprenne créole, Piteux comprenne patois, Jamaican patois. On me dit, bon, pas gain choix pour m'introduire Monsieur Piteux Yiannopoulos, son éminence, en grec, hein, Kalimera, Efkaristo, merci, vous comprenez? Donc, on a appris un petit peu. Donc, ça, c'est important. Comment as-tu été reçu lorsque tu étais à Roberval? Petit blanc qui débarque dans une école plein de Renois, là, comme on dit en France. Il va falloir que tu te fasses respecter. Est-ce que c'est en apprenant
ton post-move, en apprenant, en ayant une 3 points, ou ce que tu vas pratiquer le soir, là, tu sais, au parc, les gens ne savent pas, tu te lèves tôt le matin, puis quand ils te voient arriver sur le terrain, ils n'ont pas eu le choix de te donner ton respect. Il y a ça aussi au basketball, là. J'aimerais t'entendre. Mais tu parles du mot-clé, c'est le respect. Et le respect, c'est pas quelque chose qu'on donne à n'importe qui. Tu dois travailler pour le respect. Et je pense pour moi, j'étais quelqu'un que j'adorais jouer avec mes coéquipiers. J'avais pas le choix de prouver que j'étais capable de jouer avec eux et j'avais le talent nécessaire. Mais M. Robinson et Véli Janvier, coach, nous ont mentionné, nous ont appris que l'équipe secondaire de Roberval, notre équipe, c'était une famille. Yes. Et tout le monde avait un rôle dans l'équipe et on travaille ensemble. Mais c'est clair que les joueurs, si je voulais jouer et je voulais participer et marquer des points, j'avais pas le choix d'avoir le respect et de leur montrer que j'étais capable. On s'est poussé beaucoup, mais honnêtement, c'était une famille tout de suite. Mais c'était clair que des fois, pourquoi il va avoir cette chance, on va pas lui juste la donner. Il faudrait vraiment travailler plus fort pour avoir cette chance. Fait que pour moi, à l'école secondaire de Roberval, on avait cet impact. C'était vraiment une famille. Quand j'allais au parc, à travers Montréal, ce respect était un peu plus difficile de recevoir et d'avoir. Mais deux crossovers, Bush. Ah, ça... Mais il vient d'où, lui? Ah, ça, c'est les gars de Saint-Léonard. Ah ouais, ça, c'est monsieur... Ça, c'est Yiannopoulos. Ah, tu connais pas? Puis là, tu viens à avoir ton respect, là. Donc, exactement. Ça, c'est intéressant. Fait que j'ai eu ce respect. J'adorais la compétition. Je voulais être un gagnant, puis je voulais être toujours un coéquipier qui pensait pas juste à faire des points. Et c'est pour ça, Véli Janvier, pour lui aussi, il adorait Magic Johnson. Il nous montrait que Magic aimait plus donner une passe à un coéquipier pour marquer un point que lui de le marquer. Fait que après, j'ai grandi, j'étais allé à l'école Champlain-Saint-Lambert, j'ai coaché à l'Université de Massachusetts, j'ai fait mon parcours de basketball, mais pour moi, c'est les relations que j'ai eues avec tous mes coéquipiers et les adversaires qui étaient à Saint-Ex, Henri Bourassa, à toutes les autres écoles. Et j'ai continué à avoir ces relations avec ces joueurs. Donc, le respect gagné sur le terrain, pour toi, c'est hyper important, mais tu vas pas t'arrêter juste à une carrière, tu nous le disais il y a quelques instants, à Roberval. Roberval va vraiment te donner les bases qui vont te permettre d'arriver jusqu'où tu es aujourd'hui. Écoute, commentateur, analyste, oui papa, à RDS pour nous francophones du Canada, c'est incroyable, toute une ascension. Je te dirais, on va vraiment te découvrir au niveau du basketball collégial. Ça là, c'est incroyable. Tu vas être à Champlain, mais Champlain College, n'est-ce pas? Oui. Cégep anglophone dans le West Island de Montréal, c'est bien ça, Peter? Et tu vas y être de 93 à 95 et tu y détiens toujours le record pour celui ayant inscrit le plus de points lors d'une partie. 39 points au cégep, tout en ayant l'état d'esprit que je dois faire des passes, alimenter les coéquipiers. Lorsque tes parents, parce que peut-être c'est au début, maman, elle va préparer les bonnes salades, là, un bon fromage feta, tu comprends un peu souvlaki façon. Et puis là, maintenant, je sais pas, la question est en deux temps. Quand tes parents voient de tels résultats lorsque tu arrives au cégep, que tu es admis au cégep en basketball, tu sais, entre autres, que ça commence à se réaliser ton truc, là, à quel moment tes parents vont vraiment croire en cette possibilité pour Peter Yiannopoulos de poursuivre au niveau du basketball? Moi, j'aimerais t'entendre là-dessus. Puis aujourd'hui, tu détiens ce record. En es-tu fier? C'est quand même tout un accomplissement. Je t'écoute. Oui, c'était tellement une fierté de jouer pour les Cavaliers de Champlain-Saint-Lambert, une belle tradition. C'était pas facile parce que pour moi, je prenais l'autobus pour aller et le métro pour aller jouer et participer et être un étudiant athlète à l'école Champlain-Saint-Lambert. Sur la rive sud à Saint-Lambert, ça prenait à peu près 1h20, 1h30, mais j'étais recruté pour aller jouer là. Fait que j'avais cette passion et je jouais avec mes coéquipiers.
Mon frère, Jonas Gemarna, que je jouais avec l'école secondaire, il est allé avec moi. Marcelin Mille, quelqu'un qui était de la Rive-Sud, mais on jouait souvent ensemble. Larry Dudevoir, quelqu'un que j'avais beaucoup de compétition. Chris Bono, que je jouais contre au secondaire. Et là, je jouais avec lui. Fait qu'on était cette fraternité, cette famille. On a continué, puis on voulait augmenter, améliorer cette tradition à Champlain-Saint-Lambert. Fait écoute, quand tu es au cégep, la vie change un petit peu. Tu n'es plus au secondaire où tu as des cours à chaque heure, tu dois terminer à 3 heures. Là, tu as des cours le matin, tu as des cours peut-être l'après-midi, mais à chaque jour, on pratiquait, puis on avait cet amour pour le basketball. Et c'est clair qu'on voulait battre les Dawson, les Vanier, les Nomades de Montmorency. Les Nomades de Momo, là, à l'époque, là, ça, c'est gros club, là. Bobby Miller, puis les boys, on les aimait pas trop, mais c'était la compétition qu'on avait. Et une année, il y avait coach Olga aussi. Je pense à Dawson. Oui, coach Olga qui était à Dawson. Tu avais les frères Oriental, tu avais Abel Joseph, le grand Abel, 6 pieds 9, qui a joué à l'université de Marquette. Après, fait que la compétition était vraiment faite. Carl Misson en Momo. Tu avais Marlon Sullivan, Warren Daniels. Tu les as tous connus, là. Il n'y a pas un nom que je te donne. Puis là, j'essaie de voir, tu sais, comme les différentes époques. Mais là, toi, tu ratisses large, là, tu sais. Je te dis Misson, puis t'es capable de me dire Momo. Je te dis Manix, t'es capable de me dire à gauche. C'est ça. Wow. Mais pour moi, c'est la passion et l'amour que j'avais du basketball. Et ça continuait. J'étais un étudiant du sport. J'étudiais les entraîneurs, j'étudiais les joueurs, comment je pouvais m'améliorer. Mais tes parents, eux... Comment ils réagissent? Que tu vois que tu travailles la game comme ça, que tu étudies à la maison, en plus de tes travaux, des matières respectives, mais ils te voient en train de regarder tout plein de vidéos, crayon à la main, tu regardes des matchs, puis tu prends des notes. Ta maman, elle n'arrivait pas, tu disais, mais mon fils, que fais-tu? Tu sais, comme genre... Là. Ma mère, c'était toujours, est-ce que tu es correct? Est-ce que tu veux manger? Est-ce que tout est bon pour toi? Puis pour moi, vous savez, c'est Peter Yiannopoulos, mais honnêtement, mon nom, c'est Panayotis. Mais oui. Fait que ma mère, c'était Panayotimou. Est-ce que tu veux manger encore plus? Est-ce que tu es capable de faire ta journée juste avoir cette salade ou ce sandwich? Mais mon père, c'était simple. Tu dois aller à l'école et tu dois avoir des bonnes notes. Sinon. Fait que je voulais pas écouter c'était quoi la phrase après sinon. Fait que j'étais toujours concentré sur mes études. Et mon père, il était un peu, je te dirais pas déçu, mais mon père adorait que quand je jouais au hockey, il me voyait jouer, que j'étais un grand joueur, mais là, j'ai commencé à être vraiment un bon joueur au basketball. Mais il m'a dit, écoute, t'es seulement 6 pieds 2, t'es juste dans un sport qui a des 7 pieds, 6 pieds 10. Qu'est-ce que tu fais? Reste dans le hockey, tu as des meilleures chances de continuer d'être un professionnel. Mais bref, c'est clair que mes parents, ensemble, ils voulaient que l'école, les études étaient toujours la priorité numéro 1. Mais après, ils adoraient le sport. Ma mère adore tous les sports. Ma mère adore Magic Johnson. Ma mère adore Guy Lafleur, Chris Chelios. Notre famille, on regardait les sports ensemble. Fait que j'étais gâté dans ce sens que mes 2 parents adoraient les sports aussi. On regardait ensemble. Mais la fierté, quand ils me voyaient jouer au basketball, c'était un sport différent parce que, Alain, au hockey, quand tu joues dans une équipe de hockey, tu es à peu près 16 ou 17 joueurs, tous les parents sont là. Les 2 parents sont toujours dans l'auto, on s'en va au tournoi. À 6 heures du matin, là, ils sont dans tout le monde est là. C'est dans le basketball, c'est un peu différent. Maintenant, ça change quand même. Exact, tu vois la différence. Dans le temps, fait que pour ça, nous, on amenait mes coéquipiers, mes frères à la maison et maman Yiannopoulos faisait de la bouffe pour tout le monde, pour mes amis. C'est super ça. C'est qu'on les amenait chez moi. Fait que c'était différent. Ils aimaient me voir jouer au basketball, mais ils n'avaient pas tous les autres parents. Il y en avait quelques-uns. Maintenant, je suis content que ça a changé avec les anciens joueurs sont devenus des parents. Ils amènent leurs fils et leurs filles. Présent, là. Oh, exactement. Tout le monde est présent. Fait que je suis très content. C'est pour ça je voulais donner la reconnaissance à tous ces anciens entraîneurs ou des anciens joueurs et les entraîneurs présentement qui aident tous ces joueurs parce que cégep et universitaire,
on sait que c'est un peu plus haut niveau, il y a de l'argent, les entraîneurs sont payés un peu plus. Au secondaire, les entraîneurs ne sont pas payés. Ils donnent leur temps, ils donnent tout pour ces joueurs, des petits joueurs de 13, 14 ans. Ils sont rentrés à leur école comme des petits jeunes et ils sortent comme des hommes. Fait que pour moi, c'est important que je donne cette reconnaissance à notre communauté québécoise. Yes. Parce qu'il y a tellement d'entraîneurs qui donnent, qui continuent à donner pour les joueurs, pour des petits joueurs, pour avoir la chance de devenir, comme tu as mentionné, Bosquet. le prochain Lugensdorf, Bosquet. Bosquet venait à de Robertval, il regardait nos pratiques. Et là, Bosquet a pris le programme. Mais oui, il venait aux pratiques. De Roberval. Il regardait Véli Janvier, il a pris ça, il l'a amené à Henri Bourassa, il l'a amené à un autre niveau, un grand champion, Bousquet. C'est pour ça, quand je le vois, c'est toujours, je le prends dans mes bras, on est des frères, et je recrutais ces joueurs. Mackenzie Desbrosses, Ricardo Telemont, Andy Brutus. Ricardo Telemont, il va même aller à Bishop après. Exactement. Et moi, j'ai pris ces joueurs. Je l'ai recruté. Bosquet a dit, tu vas jouer pour Peter. Je connais c'est quoi ses valeurs. Ça va être la même chose à HP qu'à Champlain. Ça, c'est après que j'ai pris ma retraite comme joueur et devenu entraîneur. Mais la communauté, et c'est pour ça que je continue à être... je prends le téléphone, un texto. Notre communauté, c'est pas une grande communauté de basketball, mais c'est une communauté qui est très fière et très vraiment ensemble. Superbe. Écoute, ton père te dit toujours l'école, mon fiston, l'école. Maman, elle est là pour te donner cet amour maternel qu'on connaît, qui est très cher aux mamans de la communauté grecque. Là. Moi, j'ai été au collège français, Myland, alors j'ai fréquenté beaucoup. Bonjour à Paul Suds, en passant, ils vont être contents. Tu vas terminer Champlain, et là, tu vas toujours garder en tête ce que papa te disait, l'école, fiston. Tu vas faire un certain choix au niveau sportif, tu vas nous l'expliquer, mais tu vas poursuivre tes études universitaires et ça, c'est incroyable. Tu vas faire des études, un baccalauréat en sciences politiques, quand même, là, tu sais, political science, tu sais. C'est pour ça que moi, je pense que M. Yiannopoulos, là, sénateur bientôt, député, je pense que M. Trudeau devrait venir te chercher, là, tu sais, ministre, je sais pas, du patrimoine, des sports. Ce serait pas mal. Puis toi, Yiannopoulos, tu vas faire ces études à Concordia. C'est quand même un bel accomplissement. Peux-tu nous parler un peu à ce moment-là, quand est-ce que tu vas décider de poursuivre sur cette route des études, tout en t'impliquant toujours dans le sport, mais peut-être dire, bon là, au niveau de la santé, au niveau de mes intérêts ou autres, ça changeait, ou tout simplement, oui, je peux faire 39 points là, ici au Québec, mais là, pour le niveau que je devrais aller aux États-Unis, est-ce que je vais continuer à jouer autant? Quelle a été ta réflexion qui va t'amener à poursuivre purement tes études? On t'écoute. C'est une excellente question et c'est clair que tout joueur, tout compétiteur, il pense qu'il peut jouer au plus haut niveau. Et c'était ça mon rêve. Mais dans les années 90, les entraîneurs de la NCAA ont commencé à regarder le Québec un petit peu. Mais c'était vraiment les grands joueurs avec tellement de talent qui ont eu cette opportunité d'avoir des bourses d'études. Maintenant, j'adore que l'opportunité a grandi pour ces jeunes joueurs. C'était pas là pour nous quand on était plus jeunes, Alain. Mais quand j'ai joué à Champlain-Saint-Lambert, c'est clair que les études étaient importantes pour moi. Et là, mon entraîneur, qui était Craig Norman, il avait vraiment un grand impact pour moi, comme Véli Janvier l'avait pour moi au secondaire. Et pour moi, c'était cette communication. On se parlait toujours, je l'écoutais. Craig Norman était un grand joueur aussi, All-Canadien à l'Université de Concordia. Et quand j'ai décidé d'aller à l'université, j'avais des opportunités de jouer. On m'a recruté à l'Université d'Ottawa, un peu à McGill. Concordia, l'entraîneur-chef ne voulait pas trop recruter les joueurs. Mais la Ligue au Québec, dans le temps, il y avait juste 4 équipes. Et pour moi, j'avais un choix où je joue dans une ligue de 4 équipes, ou Craig Norman me dit, écoute, Peter, je vois que tu as un talent naturel d'être un leader et d'être un coach. Yes. Pour moi, je veux t'engager d'être mon adjoint et je pense que tu peux faire une belle carrière. Et alors, j'ai décidé, c'était une décision difficile parce que tu veux toujours continuer de jouer. Oui, bien sûr. Mais là, aussi, côté universitaire,
ça change. C'est pas les bourses d'études comme aux États-Unis. Tu dois travailler un petit peu, tu dois supporter. Tu vois tes amis qui vont dans des voyages dans le sud, tu veux avoir de l'argent peut-être. De prendre une belle jolie fille pour la Saint-Valentin, sortir aussi. Bref, j'ai décidé de faire la décision de devenir un entraîneur-chef, un entraîneur adjoint pour Craig Norman quand j'avais 19 ans. Fait que j'étais le plus jeune entraîneur au cégep, mais je dois beaucoup à Craig Norman parce que non seulement il m'a engagé comme un entraîneur adjoint, j'étais à l'Université Concordia, fait que je faisais les deux, mais pour moi, de suivre dans ses traces et d'apprendre, je pense que je dois beaucoup à Craig et j'ai commencé ma carrière d'entraîneur à Champlain-Saint-Lambert où j'étais là pendant presque 10 ans. Wow, incroyable. Ben c'est ça, toi, quand tu passes en quelque part, tu ne fais pas que passer. Lorsque, comme on dit, hein, la sauce prend, ben toi, là, tu restes pour plusieurs années. Hein. On va apprendre ça dans quelques instants. Monsieur Norman va tellement te former, toi-même qui étudiais les vidéos, comme on dit, tu as vraiment étudié la game. Hein? Et en 2003, ça, pour moi, là, ça, c'est big, big, big. Moi, un friand de la Nouvelle-Angleterre, un friand du Massachusetts parce que, I'm a scholar, donc j'ai beaucoup d'amis qui sont dans les grandes universités là-bas, mes cousines, entre autres, et je vais souvent au Massachusetts et en faisant les recherches avec Coconut Podcast, de voir que tu as été assistant entraîneur à UMass en 2003, j'étais comme, OK, là, je comprends, là. OK, là. Parce que, tu sais, des fois, on te voit à la télé, puis on se dit, bon, il est arrivé là comme ça, tu sais. Non, 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 non. Puis toi, il est ancré, il a fait ses classes, comme on dit. Puis là, ça va être toute une expérience parce que là, ça va pas s'arrêter là. Par la suite, tu vas être recruteur pour PY Sports. Tu vas faire, tu vas essayer de dénicher. Tu vas être consultant en basketball. Par la suite, c'est incroyable. Tu vas même être entraîneur au niveau des All-Star Games, les Canadian All-Star Games. Ça, c'est pas pire. Tu vas également à un certain moment de la durée, être impliqué au sein d'équipes Canada au niveau du basket. Ouais, ben c'est pour ça que je dis, moi, la prochaine étape, c'est ministre des Sports, là. C'est quoi, là? Mais j'aimerais t'entendre cette expérience que tu as acquise au fil du temps, mais surtout d'avoir coaché en D1, là, tu sais, première division. C'est big, big, là. Là, tu vas croiser les plus jeunes, peut-être, les Marco Volsi à cette époque. Ricky Volsi, eux, sont en deuxième division, je pense. Mais est-ce que... C'est incroyable. Moi, c'est toujours, je vais revenir à ça. Quand tes parents te voient partir pour les États-Unis, aller entraîner, la réaction de la famille et toi, ta fierté là-dessus et comment tu vas l'utiliser, toute cette expérience, pour être qui tu es aujourd'hui? Ouais, c'est un parcours que je suis très reconnaissant, très humble, parce que c'est pas tout le monde qui peut avoir ce parcours. Être le premier Québécois d'être un entraîneur dans la NCAA, c'est quelque chose que je garde très proche de mon cœur, mais c'est pas parce que j'avais des talents. J'avais une éthique de travail, c'est clair. Je dis à tout le monde, sans cette éthique de travail, tu peux pas avoir ce succès. Mais tout le monde qui m'ont aidé, mes coéquipiers, mes frères, ma famille, mes entraîneurs, M. Robinson, Billy Janvier, Craig Norman, John D'Angelis, tout le monde m'a donné cette opportunité. Mais pour moi, c'était que quand j'étais entraîneur, j'ai commencé à vraiment pousser l'opportunité pour ces jeunes d'avoir des bourses d'études. Okay. Moi, je prenais l'auto avec mon entraîneur John D'Angelis à Champlain-Saint-Lambert pendant l'été. Je prenais un Pontiac Grande Dame et une vanne. On conduisait 18 heures de Montréal à Louisville, Kentucky, pour donner la chance à un tournoi AAU aux États-Unis, pour donner la chance de recrutement à nos joueurs. Les entraîneurs de la NCAA ont commencé à voir qu'il y avait beaucoup de talent au Québec.
Fait qu'ils ont vu et ils ont donné des bourses d'études, des scholarships, comme on dit, à ces joueurs. Fait que durant ce parcours, j'ai commencé à avoir des relations avec des entraîneurs de la NCAA. Je sortais avec eux, je les appelais, je demandais comment vous faites ça en attaque, c'est quoi votre mandat défensif, c'est quoi votre stratégie. On prenait, des fois, on allait souper ensemble, une bouteille de vin ensemble. C'était ces relations, ces connexions qui m'ont aidé, qui continuent à m'aider parce que j'ai toujours, c'est pas seulement Peter Yiannopoulos ou quelqu'un qui peut prendre un livre et décider d'être un entraîneur dans la NCAA. C'est tout ce parcours et j'ai eu la chance avec pas mon talent nécessairement, mais mon éthique de travail, la volonté de gagner, de développer des jeunes. Mais c'était un élément de fierté pour ma famille. Mon père était tellement fier. Ma mère avait des larmes quand j'ai quitté Montréal avec mes valises. J'ai ouvert un compte de banque à la banque à Boston, à Amherst, à Massachusetts. Fait que, pour moi, j'étais très fier que j'étais capable d'ouvrir des portes à d'autres entraîneurs, d'autres Québécois pour avoir le même âge. Parce qu'il y a tellement de joueurs qui ont fait la NCAA comme joueurs. Je suis très content. Et là, on voit ces joueurs de la NCAA sont des joueurs de la NBA présentement. Mais côté entraîneur, un de mes anciens, Maurice Joseph, mon ancien joueur, il est devenu entraîneur-chef à George Washington. Fait que l'élément de fierté pour un entraîneur, tu connais ça, Alain, c'est comme ton fils qui grandit et a un exploit. Fait que pour moi, je suis fier que j'ai ouvert ces portes. Que j'ai ouvert ces portes pour le futur, les générations québécoises qui peuvent aller être des entraîneurs-chefs, non seulement de la NCAA, potentiellement même dans la NBA. Fait que un grand parcours, c'était pas facile parce que moi, je suis né ici. Je connais Montréal, je connais le Québec, je connais mes taxes qu'on paye. On pourrait parler ça un petit peu. Mais là, tu vas dans un autre pays, tu vas complètement vivre là. Fait que c'est une expérience qui était enrichissante, mais quand même différente avec ses challenges aussi. Mais je suis très content d'avoir cette opportunité. Je te vois aller, là, Peter, avec toutes les connaissances que tu as en matière de basketball. Est-ce que tu as déjà pensé faire comme l'acolyte de LeBron James et devenir, je sais pas, être à la tête de la plus grande agence de joueurs au Québec? Il me semble que je ne l'ai pas encore entendu. On a des jeunes issus de la diversité qui auraient besoin d'un encadrement à la Yiannopoulos, à la Télamon, ou ce que tu... Moi, je sais pas. Est-ce qu'il y a des sous à faire? Parce qu'on voit que tu pousses beaucoup également pour le retour du basket. Le retour, non. Pour la venue du basketball à Montréal au niveau NBA. Et moi, je vois un peu une relation intéressante où ce que Peter Yiannopoulos sera à la tête d'une agence de joueurs. Et puis, écoute, vous signez pour 40 millions, les jeunes. Moi, je fais un petit 10%. Allez, voilà. J'aimerais t'entendre là-dessus. Est-ce que tu y as déjà pensé? Est-ce qu'on te l'a déjà suggéré? Il y a du monde qui l'ont suggéré. C'est des choses que toujours, quand on adore qu'est-ce qu'on fait, c'est clair qu'on est chanceux. Mais il faut toujours penser au futur et d'avoir d'autres options. Parce que des fois, la vie peut venir assez vite, des changements peuvent arriver. Regardez cette pandémie qui est arrivée. Personne n'aurait pensé qu'on a eu une pandémie comme ça. C'est clair que j'ai une passion pour le basketball québécois. J'ai une passion on continue à grandir, à se développer. J'aimerais ça qu'on soit à égalité ou surmonter l'Ontario, Toronto. Tout le monde pense toujours le basketball, le mecca de basketball au pays, c'est à Toronto. Mais écoute, on est capable de battre. On les a battus, les joueurs d'Ontario. Mais c'est clair que la prochaine étape pourrait être ça. On ne sait jamais. Politique, c'est quelque chose que j'ai pensé aussi. J'ai pensé aussi. Fait, comment je peux aider et faire une différence dans ma communauté? Pour moi, c'est quelque chose que je tiens beaucoup à cœur. Et c'est pour ça que je suis ici avec toi. Parce que pour moi, j'ai eu des opportunités. Des personnes m'ont aidé. C'est pour ça que je veux redonner pour ma communauté. Et quand tu m'as appelé, Alain, j'ai dit immédiatement, mais c'est clair, c'est moi qui est chanceux. Je suis sur le Coconut Podcast. Oui, papa! Oui, papa, mais on parle des vrais trucs avec un gourou. Très rapidement, on embarque là-dedans. En 2005,
Ça, c'est incroyable. Tu vas accéder à TSN 690. Moi, là, la première personne qui m'a parlé de toi, Peter Yiannopoulos, c'est mon frère, Karl Marx Joseph. Lui, là, il écoute, là, c'est un féru de la chose. Puis là, il me disait, Alain, va écouter les analyses, c'est chaud, c'est chaud. Puis là, j'étais comme, OK, là, j'étais en charge, j'allais syntoniser le 690. Tu nous parles de NBA, de NCAA, bien sûr. Puis là, ce qui va être intéressant, parce que comme je te dis, je vis dans ce monde francophone, je suis au Québec, francophile, on va te voir arriver à la télévision, à RDS. Il y a un réajustement. RDS, il parlait un petit peu, il jouait du basket, mais une fois de temps en temps. Puis on se rappelle de cet animateur à l'époque là, qui faisait les analyses du centre-ville. Tu sais, comme il y avait un 3 points. Puis Bob C. Hein? Ouais, exactement. Bob C. Bob C, yes. Du centre-ville. Puis là, mais il passait pas, il en parlait pas aussi régulièrement. Mais avec l'arrivée de M. Yiannopoulos en 2012, ça fait déjà 7 ans, ça fait déjà 16 ans que tu es à TSN, tu sais, comme 690. C'est pour ça que moi, je te dis, quand tu embarques à quelque part, tu restes longtemps parce que tu es apprécié, tu fais du bon boulot. Le fait de travailler à la radio, OK? Peux-tu me dire l'une des entrevues, l'une des rencontres que tu vas faire à la radio de TSN qui te marque encore aujourd'hui, puis par la suite, à RDS, écoute, ça va nous marquer. On ouvre notre téléviseur, puis qui qu'on voit là, hein, au Air Canada Center, c'est encore ça? Ouais. OK, ouais. Puis là... Scotiabank Place. C'est ça. Puis la là, Banque Scotia. Ouais, la Banque Scotia. Puis là, il est en train de commenter la finale de la NBA, les Raptors. Bon, pour moi, là, c'est déjà le summum, ça, déjà. Mais un souvenir de ton passage, du fait que tu sois à la radio à TSN, depuis 2005 quand même. Hein, ça te rajeunit pas. Et ton plus beau souvenir à RDS, on t'écoute là-dessus. Écoute, je suis tellement... La recherche, l'équipe de recherche du Coconut Podcast, incroyable. C'est clair que sur la radio, je me souviens la première fois que j'étais sur la radio, j'étais nerveux. J'étais nerveux parce que tu es en direct. J'avais mes notes préparées, j'avais mes statistiques, on me posait des questions. Puis ça, c'était quand je suis retourné après que j'ai fini mon parcours à UMass comme entraîneur. Ils m'ont demandé de parler de la NBA, la NCAA. Et j'avais tous ces statistiques et je parlais des statistiques. Et après, j'ai dit, ben non, mais s'il n'y avait pas un bon flow, je peux pas parler trop de statistiques. Et moi, quand j'étais plus jeune, j'écoutais la radio sportive. Yes. J'écoutais le grand Ron Fournier. Yeah. J'écoutais Monsieur Ron. Ron! La vedette, la légende. Il s'est retiré un petit peu, là. Je pense que ça faisait... Écoute, ça faisait beaucoup. Mais aussi, j'écoutais la radio 660 de New York. Et il y avait un certain Joe Bedingo, c'était le soir, il parlait des Knicks, des Jets. Puis j'avais pas vraiment... L'antenne ne marchait pas sur la radio. Des fois, je donnais la bouger. Mais j'adorais écouter les sports partout en Amérique du Nord. Et là, je me souviens, j'étais sur la radio une fois avec TSN 690 et j'ai amené un de mes grands amis, mon grand frère, Tim Biakabutuka, Chimanga Biakabutuka. Chimanga Biakabutuka, il a joué avec les Wolverines, entre autres. Wolverines de Michigan et Panthers de la Caroline. Panthers de la Caroline, ouais, c'est premier choix, 8e en 95, un des grands running backs pour mon entraîneur-chef, Vili Janvier, était vraiment, il était comme le gérant de Chimanga. Il a aidé pour aller à Michigan et en Caroline du Nord. Et alors, j'allais les visiter, Vili et Chimanga en Caroline du Nord. Je regardais Tim jouer au basketball. Fait la famille, le parcours. Et là, une fois, j'ai amené un des grands Chimanga pour jouer, pour nous parler sur 690. Fait que c'était quelque chose qui était vraiment... ça m'a touché pour Chimanga, un des grands joueurs de football. Mais là, lui, il a terminé sa carrière blessé. Je pense qu'il était blessé. Oui, malheureusement, il y a eu une blessure pour commencer sa carrière au genou, mais à sa cheville. Fait qu'il y avait des blessures au genou à la cheville. Il a quand même joué pendant 8 ans dans la NFL. Un petit gars ici de Longueuil, Québec, qui est un des grands
running back. Fait que Tim, quand je lui ai demandé de venir sur la radio, il est venu tout de suite. Fait que c'était un élément de fierté pour moi d'avoir Chimanga sur l'émission. Ah ouais, ben oui, hey. Mais là, quand RDS m'appelle puis me demande, on voit ton résumé, M. Yiannopoulos, est-ce que tu serais intéressé de venir comme analyste, collaborateur de la NCA? J'étais, wow, c'était un rêve Pour réalisé. le March Madness, entre autres? Ouais, parce qu'on a commencé de diffuser les matchs de la NCA en 2013 et on a fait ça pendant 3-4 ans et c'était incroyable. Puis je pense beaucoup de crédit va à Mathieu Jolivet, que c'est lui qui avait cette passion de basketball et a poussé tous les dirigeants à RDS de montrer le basketball et quelle décision. Parce qu'on a vu durant les 2-3 dernières années où on a eu les droits de la NBA et on monte tous ces matchs de basketball. Regardez la fiabilité, regardez tout le monde tout le monde adore des frissons. Et je te dirais, la télé est un peu différente de la radio parce que la radio, on monte pas ton visage. Et toujours, quand ils m'ont engagé, ils m'ont dit, t'as le visage pour être sur la radio, Peter Yiannopoulos. On veut t'engager. J'ai dit, OK, pas de problème. Mais la télé, quand tu vois le bouton rouge, et là, t'es en direct partout au Québec, c'est la réalité. C'est la réalité. Mais pour moi, c'était vraiment le match numéro 7, il y a 2 ans. Raptors, Sixers. Kawhi Leonard, match égalité. Kawhi prend le tir. Du coin, ça tombe 4 fois sur l'anneau. Ta réaction. T'étais en réaction, live? Ouais, c'est ça. On était live. C'était Mathieu Jolivet, William Archambault et moi-même. Mathieu Jolivet qui crie « c'est réussi ». Will Archambault dit « c'est incroyable ». Et là, moi, je commence et j'écris « oui, papa! Oui, papa! Oui, papa! » Et là, on a montré cette image partout à travers le monde parce que le diffuseur officiel de la NBA en français, c'est nous, RDS, et on a montré ça. Ils ont dit que c'était le play-by-play le plus incroyable, le plus alléchant qu'on a vu. Fait que, et après, tout le monde, oui, papa, tout le monde parlait de ce tir. Fait que, et là, on continue, on monte les matchs de basketball. Fait que, pour moi, d'avoir le basketball en français, et c'est clair que le basketball, c'est un sport où le langage, c'est en anglais et on regarde les grands, Marv Albert, on regarde les grands de la télé en anglais, mais présentement, de voir, j'ai tellement de messages, Alain, du public québécois qui m'écrit des messages et il dit, on regarde la NBA à cause de vous, Monsieur Yiannopoulos, à cause du oui, papa, à cause de votre énergie. Pour moi, je suis fier parce que là, on change un peu la donnée où on peut regarder un excellent match de basketball qui est décrit seulement en français. C'est incroyable pour notre communauté. Ça, c'est superbe. Le fait que RDS diffuse davantage de basketball au petit écran, on a eu les Dragons de Montréal, quelques tentatives, les Caps de Québec. On a eu beaucoup de tentatives de basketball semi-professionnel à Montréal. Mais là, on sent qu'il y a certains groupes, peut-être tu me vois venir, Sénateur Fortier, Michael Fortier, entre autres. C'est qu'un argentier, quand même quelqu'un de très respecté dans le milieu des affaires. Il est en train d'essayer de monter un groupe. Par moment, on sent que le projet est très avancé. Par moment, bon, dû à la période que nous vivons actuellement, mais il y a tout un travail qui est fait afin de ramener, afin d'amener une équipe de basketball à Montréal. J'aimerais t'entendre là-dessus. As-tu eu certains contacts avec ces gens-là, puisque tu es quand même l'un des gourous de la planète basket à Montréal, au Québec? Nous aimerions t'entendre là-dessus. Tu amènes un excellent point. Il y avait des tentatives d'avoir du basketball ici semi-professionnel et je crois que les temps ont changé un petit peu. C'est clair que oui, le basketball continue à progresser et à se développer dans notre ville, ici à Montréal, à Québec, partout dans les régions. Mais je crois que Montréal, c'est une ville de champions. C'est une grande ville en Amérique du Nord. On a eu les Olympiques en 1976. Les Olympiques d'été, pas les Olympiques d'hiver. Et il n'y a pas beaucoup de villes dans le monde, dans l'histoire, qui ont eu
la chance de représenter et d'être vrai. les autres. Montréal on l'a vécu ici. Montréal, c'était toujours la ville où ce que la Ligue nationale de hockey, le bureau de chef est ici à Montréal. Fait qu'il faut penser que Montréal, on a les Canadiens, oui, on a les Alouettes, on avait les Expos, ça n'a pas marché, mais quand les Expos étaient ici, on avait 2 millions de personnes qui allaient au match quand on avait une équipe compétitive, une grande équipe. Il y avait des problèmes, peut-être des propriétaires. Mais pour moi, le basketball, la croissance, présentement, on a le Centre Bell. On a présentement une aréna qui est vraiment une des meilleures arénas dans le monde. 22 000 places, top notch. On a vu que pendant 7 années, on a eu des matchs hors concours au Centre Bell, ici à Montréal. 20 000 spectateurs. Rempli. 20 000. C'était pas 12 000, c'était pas 9 000, c'était 20 000. Présentement, le groupe de M. Fortier avec M. Kevin Gilmore, ces deux sont en charge du groupe. Et on sait que Stéphane Crétier qui a décidé d'embarquer aussi. Je sais que présentement, ils sont en contact avec la NBA. Ils ont fait leur demande et ils veulent la chance, l'opportunité de voir une équipe ici à Montréal. C'est pas une question, c'est que c'est deux amis qui aimeraient ça avoir un petit rêve d'avoir une équipe. Non. C'est des personnes qui sont respectées, qui ont vraiment la crédibilité pour amener une équipe ici. Et je pense qu'on a les jeunes, les entraîneurs, la Fédération québécoise, on voit que le talent ici qui commence à grandir et aussi les compagnies. On pense que les contrats de télévision, tu fais de l'argent avec la NBA. Tout le monde fait de l'argent. Il y a 30 équipes présentement. Moi, je pense que ça ne va pas marcher à Montréal. Ça va être un grand succès. Regardez les Raptors. Pourquoi pas Montréal? Cette rivalité Montréal... il y a eu les Grizzlies à Vancouver. À ce moment, est-ce que c'était peut-être la conjoncture? Je sais que notre dollar était très faible lorsque les deux équipes ont accédé, nos deux équipes canadiennes, Toronto Raptors, les Grizzlies de Vancouver. Nous les avons perdus. Je pense qu'ils sont à Memphis aujourd'hui. Oui, exactement. Alors, à ce moment-là, mais aujourd'hui... Comment se fait-il que M. Molson ne flaire pas la bonne affaire, puisque aux États-Unis, il est de commune mesure qu'un propriétaire en affaires où ses affaires vont bien, M. Molson vend pas mal de bières, je pense bien. Habituellement, ils ont 2 clubs, et ça, c'est comme très, très normal. Des fois, même 3 clubs. Un dans la NFL, un dans la NBA, un dans la NHL. On a un club de la NHL. Est-ce qu'il n'y a pas des représentations également qui sont faites de par le groupe de M. Fortier, vous-même, M. Yiannopoulos, un peu sensibiliser M. Molson afin que celui-là sente la bonne affaire. Hein? Les Canadiens de la NBA, les Habs de la NBA, ce serait incroyable, là, les Habs de Montréal. Voilà, la question, elle est là. Mais je pense, tu l'as bien dit, c'est un slam dunk, si vous me permettez l'expression basketball, pour M. Molson et les Canadiens d'avoir une autre 41 dates où ce que le Centre Bell va avoir des matchs de basketball. Avec LeBron James qui passe en ville, s'il vous plaît. Mais imaginez, un soir, c'est LeBron James. Là, le mercredi soir, c'est Kevin Durant. Là, le vendredi, c'est Zion Williamson. Là, le dimanche, c'est Luka Doncic. Ah, la NBA, c'est la ligue où ce que les joueurs, on les voit. Il n'y a pas d'uniforme, il n'y a pas de casque. Et les joueurs sont à côté des partisans. Si le monde qui n'a pas eu la chance d'aller voir un match de NBA, allez-y. C'est un événement, c'est un show. La musique, tout ce qui arrive, et tu es tellement proche des joueurs. Et je pense qu'à chaque soir, tu vas avoir une super grande vedette qui va être ici à Montréal. J'adore les expos et je les veux qu'ils reviennent parce que les expos nous appartiennent. Le seul problème avec le baseball, des fois, c'est que tu veux avoir un stade au centre-ville, avoir le soleil, on est tellement pendant l'hiver ici à l'intérieur, on veut être à l'extérieur. Mais des fois, dans le baseball, tu as 10 matchs ou 12 matchs consécutifs à chaque soir. À la NBA, c'est comme le hockey, tu en as un à chaque 2 soirs ou chaque 3. Là, ils vont sur la route, ils reviennent. Mais bref, je pense que, comme j'ai dit, Montréal, c'est une grande ville. Pourquoi Toronto peut avoir toutes ses équipes professionnelles et pas nous ici? Mais quand je marche à Montréal, dans tous les quartiers,
comme toi, Alain. Je vois bien plus de jerseys de NBA, de LeBron, de Durant, de Doncic, de Zion que je vois de Sidney Crosby ou de Ovechkin. Ça a transformé la NBA, c'est le sport de futur et tout le monde est galvanisé, tout le monde vocalise leur amour pour le basketball et la NBA sur les réseaux sociaux, sur le NBA 2K. Et présentement, d'avoir 20 000 spectateurs, je suis garanti, on va les avoir parce qu'on a les régions d'Ottawa, 1h30, Québec, Vermont et le noyau, le bassin de Montréal ici. C'est clair, c'est un oui, papa. La NBA, s'il vous plaît. Ben, ça va venir pour faire une rivalité avec Toronto. Je pense qu'ils sont en train de l'étudier. L'entrevue tire à sa fin. C'est incroyable. On a encore quelques petites questions très rapidement. On sait que toi, bon, tu suis un peu ce qui se passe à Équipe Canada. Dû au fait que la saison actuelle dans la NBA, elle est sur un horaire dû à la pandémie différent, une cédule différente. Alors, les joueurs qui se devaient, les joueurs normalement qui sont attachés à une équipe nationale, mais s'ils jouent dans un club, alors là, on ne peut pas les libérer pour qu'ils aillent faire l'équipe canadienne. Alors, les joueurs de la NCAA et les joueurs de la NBA. Alors, on a quand même des joueurs qui jouent en Europe, en Asie, entre autres, en Amérique latine, assurément. On a des Chris Joseph qui sont en Europe, là, actuellement, je pense bien. Ça a l'air qu'il n'y a pas de Québécois, là, dans la sélection canadienne. On lit ça sur les fils de M. Yiannopoulos. Ça a l'air que tu n'étais pas content. Là, quand même, tu dis, hey, écoutez, on a quand même du niveau, même si que tous nos joueurs québécois, ben maintenant, c'est quand même, on est content de ça, sont beaucoup dans la NCAA et dans la NBA, alors sont pas disponibles pour faire cette équipe canadienne, équipe nationale. Mais j'aimerais t'entendre là-dessus. Est-ce que de plus en plus, toi, tu es comme un chien de garde qui s'assure que le Québec soit représenté au niveau national? On t'écoute là-dessus, Vivi. Mais vous connaissez mon amour pour le basketball québécois et je pense que je dois être cette voix qui doit toujours avoir les meilleures intentions pour le basketball Québec et de vraiment être sûr qu'on est bien représenté. L'équipe canadienne, c'est clair que depuis plusieurs années, ils font tout ce qu'ils peuvent pour avoir la meilleure équipe sur le terrain. Des fois, c'est pas facile. Je pense qu'on a déjà eu des Québécois participer sur l'équipe nationale, Chris Boucher, Kem Birch, mais il n'y en a pas assez de Québécois. Et présentement, il y a un tournoi qui va se passer en février où c'est pour des qualifications. On sait que les joueurs de NBA et NCAA ne peuvent pas se présenter, mais on a plusieurs joueurs québécois. Tu as mentionné Chris Joseph, il y a Olivier Hanlon, il y a Guillaume Payen-Boucard, il y a Kémé Oussé, il y a Kenny Chéry. Il y en a tellement des bons joueurs qui jouent il y a Mambi Noara. C'est des joueurs québécois qui jouent en Europe, des grandes ligues. On ne peut pas, sur un roster de 16 joueurs, on ne peut pas avoir un Québécois sur cette équipe. Pour moi, c'est très décevant. Je comprends que potentiellement, je fais mes études, je parle à l'équipe canadienne, j'ai toujours des bonnes relations. C'est pas de trop les critiquer, mais on doit se poser la question, pourquoi on ne peut pas avoir un joueur représenté? Est-ce qu'on les a demandés et on ne les a pas libérés? Potentiellement, mais je pense qu'il devrait avoir un. Et avec tout le respect que je vois sur le roster de ces 16 joueurs qui étaient nominés, il y a des joueurs sur cette équipe que je pense que les joueurs que j'ai mentionnés des Québécois sont plus forts, ils sont plus talentueux. Et même ce côté d'équipe entraîneur, pourquoi on n'a pas un entraîneur québécois aussi? Je peux te dire que ils essayent de tout faire pour avoir les meilleurs joueurs canadiens. Mais c'est important de venir regarder ces joueurs quand ils ont 13, 14, 15 ans. C'est clair que quand ils sont rendus dans la NBA, Chris Boucher, venez jouer pour le Canada maintenant, Chris. Luguensdorf, viens jouer, Luguens. Pour à se rendre là, tu sais. À 14, 15 ans, l'équipe nationale de cadets, c'est plein de joueurs d'Ontario. Je comprends, il y a des choses qui arrivent dans le monde, mais pour moi, le Québec a démontré qu'on est juste à côté. Je te dirais, on est en arrière d'Ontario, mais on est clairement la deuxième meilleure province qui produit les meilleurs joueurs de basketball. On doit avoir ce respect. Et c'est pour ça que j'ai mentionné un petit article où est-ce qu'on peut avoir une belle discussion. Superbe, superbe. J'aimerais t'entendre.
Fred VanVleet, il n'est pas sélectionné. C'est pas un joueur qui a été repêché lors de cette séance où ce qu'on sélectionne les joueurs pour aller dans les différents clubs de la NBA. Il n'est pas sélectionné, undrafted. Et dernièrement, Fred VanVleet, ben, il y a un documentaire assez intéressant sur lui également sur l'Internet, mais il va faire 54 points. J'aimerais t'entendre commenter ça. Ton oui, papa, il était à quel niveau? Oui, papa, oui, papa. C'est incroyable, c'est tout un accomplissement, puis ça donne de l'espoir aux jeunes qui s'en viennent. Des fois, ils ne sont pas recrutés directement, mais par la suite, il me semble que la filière québécoise, c'est un peu quelque chose qui se répète d'année en année. Nos joueurs ne sont pas nécessairement repêchés, mais par la suite, ils réussissent par la Ligue, D-League, G-League. Ouais, la G-League, ouais. La Ligue de développement. Exactement. Gatorade League. Et ils réussissent. Exactement. Oui, papa. Alors, Gatorade. Michael Jordan, be like Mike. Be like Mike. Puis, ils réussissent à accéder, je pense, Boucher, je pense même Lugensdor, Mana, dernièrement. Je sais, il a été repêché. Ouais, mais non repêché, mais il est dans la G-League présentement. G-League maintenant, ils reçoivent des contrats à deux volets. Deux volets, voilà. J'aimerais t'entendre là-dessus, quand même, là, Peter Yiannopoulos. Mais Fred VanVleet, c'est un joueur que, quand tu penses à l'adversité il a eu dans sa vie à Rockford, Illinois, il n'était pas recruté pour aller jouer dans une grande équipe collégiale, il était allé jouer pour les Shockers de Wichita State. Mais il est devenu un des grands joueurs pour Wichita State. Il les a amenés au Final Four dans le match ultime. Et j'ai parlé à son entraîneur-chef, Greg Marshall, que je connais très bien. Okay. Et Greg Marshall m'a dit qu'il n'a jamais vu un aussi bon compétiteur dans sa carrière comme Fred VanVleet. Lui, il veut gagner, cette volonté, il déteste perdre. Et Fred, il n'a pas les meilleures capacités athlétiques. Ouais, c'est pas le plus rapide, c'est pas le plus mobile, mais l'éthique de travail, et il est persévérant. Il n'arrête pas de continuer à développer. Il a eu la chance d'aller, les Raptors ont pris une chance sur lui comme agent libre, il n'était pas repêché. Et il jouait en arrière de Kyle Lowry, de DeMar DeRozan, de DeLon Wright. Et là, il y avait quelques blessures, il y a eu une opportunité. Et maintenant, il était un des meilleurs joueurs dans les Raptors dans leur conquête du championnat. Oui. Hey. En 2019, Kawhi Leonard, c'est clair que c'était Kawhi. Mais Fred VanVleet contre Golden State, au quatrième quart, c'était des 3 points après 3 points. Ah oui, mais il y a des vidéos, lui, contre Steph Curry, là, sur Internet, là, c'est magnifique, là. Ça démontre que c'est pas juste avoir du talent naturel. Yes. Quand tu as ce talent naturel et tu es à 6 pieds 8, 6 pieds 10, tu dois quand même travailler extrêmement fort pour sortir ses capacités. Mais Fred VanVleet a démontré du courage. C'est quelqu'un, tu le vois, il est toujours rassurant, toujours calme. Il n'y a pas de question. Fred VanVleet, on l'a vu en finale, il a crié après un 3 points. Et j'ai adoré Alain, j'ai adoré. Quand il y a eu son 54e point, on a vu le sourire de Fred VanVleet pour la première fois parce qu'il ne sourit pas trop, il est toujours concentré. Ça démontre aux jeunes ici, aux jeunes Québécois, que oui, si vous travaillez plus fort que vos adversaires, vous avez la chance. Les opportunités, des fois, ne sont pas données. Il faut des fois défoncer une porte pour rentrer, mais quand vous êtes là, être une bonne personne, être une bonne éthique de travail et avoir le courage et la détermination d'être le meilleur de soi-même. Et Fred VanVleet, c'est un exemple incroyable, c'est un exemple tangible qu'on voit devant nous. Quelqu'un, 54 points, 85 millions de dollars pour lui et sa famille. Récemment, fait que chapeau à Fred, chapeau aux Raptors, chapeau aux Shockers de Wichita State qui ont développé, qui ont pris la chance avec Fred VanVleet. Fait que c'est un bon exemple pour nos jeunes joueurs québécois. En terminant, de voir Chris Boucher sur le 5 partant des Toronto Raptors, tout dépendamment du match, des adversaires, de voir Lugensdor des défensives, main au visage de LeBron, dérangeant les grands du monde de la planète basket.
au niveau de sa défensive, de voir des manants, hein, quand même, à l'âge de 16-17 ans, accéder quand même aux grandes ligues, de voir Tedford Mines, l'académie, jadis encore, de Tedford Mines. Moi, j'aimerais t'entendre, Peter Yiannopoulos, ton élément de fierté quand tu arrives dans la ville reine à Toronto. Donc là, on dit, bon, the guy from Quebec is arriving. Tu sais, puis là, toi, c'est comme si tu as derrière toi, et regardez, là, moi, j'ai tous ces jeunes-là qui sont dans la NBA, so please, respectez Montréal, s'il vous plaît. J'aimerais t'entendre là-dessus. C'est gros, là, ce qui est en train de nous arriver à Montréal. On a connu les Samuel d'Alembert un petit peu à l'époque, mais là, c'est comme un paquet qui investissent toute la planète basket de par le monde. Moi, j'aimerais entendre ta fierté là-dessus. Et puis, par la suite, une dernière question. Voilà, je t'écoute. Pas de problème. L'élément de fierté, quand j'étais joueur et je suis devenu entraîneur, on a décidé de changer un peu le game, comme on dit. On a beaucoup de joueurs qu'on a envoyés de Champlain-Saint-Lambert à la NCAA. Il y en avait 23. Okay. Et quand tu vois des joueurs qui jouent à Kentucky, qui jouent à Gonzaga, les Pierre-Marie Altidore Cespedes, les Bernard Côté, les Maurice Joseph à Michigan State, c'était incroyable. Mais là, la génération présentement au Québec, c'est la meilleure de l'histoire parce qu'on n'a pas non seulement les joueurs qui jouent au haut niveau NCAA, maintenant, c'est des joueurs qui jouent dans la NBA et ils sont des joueurs incroyables dans la NBA. Des joueurs qui font un impact, non seulement offensif, défensif. Chris Boucher, un petit gars de Montréal, de Montréal-Nord, qui allait même pas à l'école à 18 ans. C'est fou. Et là, on a changé, on l'a aidé. Pourquoi? Des jeunes comme Igor, Ibrahim Apaya, qui est devenu son gérant, un ancien joueur pour moi. Maintenant, c'est lui qui a aidé Chris, qui était à Tedford Mines, qui était à Alma, Lugansdorf. C'est Nelson aussi, un ancien coéquipier à de Robertval avec moi. Mon frère, il est rendu le directeur des Knights de Parkex. Il a pris Lugansdorf et il lui a dit à Lugans, t'es pas vraiment bon présentement. Les autres sont meilleurs que toi. Tu dois travailler plus fort. Nelson, il n'avait pas peur de dire ça à Lugans. C'était comme M. Robinson qui me disait à moi, tu penses que tu vas avoir quelque chose de gratuit ici? Non, tu dois travailler plus fort. Sérieux, fait que c'est ça que j'adore, Alain. C'est le processus de développement. C'est la relève que les anciens joueurs, c'est des entraîneurs, c'est des mentors qui aident les Lugans, qui aident des Chris Boucher. Et présentement, quand je vois Lugans, puis on est au gym de Parkex, puis on s'assoit avec Nelson, puis on se parle. Lugans, c'est une super étoile NBA. 30 points dans un match numéro 7 contre James Harden. Incroyable. Mais Lugans, si tu vas lui parler présentement, c'est un gars du quartier. Même chose que Chris Boucher. Il était super. C'est un gars du quartier. Ils reviennent ici à Montréal. Ils vont aller. C'est ça que j'adore. C'est ça notre famille. On avait une petite famille à de Robertval. On a une petite famille à Henri-Bourassa, Collège français. Maintenant, l'équipe... Richard Cole, t'as connu Richard Cole? Exactement. Mais oui, présentement, la famille, notre communauté québécoise est tellement forte. Et là, on a des jeunes qui arrivent. Ben Mathurin, Olivier Maxence Prosper. OK. Tu vas nous donner des noms, on va les inviter à Coconut, comme ça, tu sais. Oui, certainement. Oui, on va faire un spécial basket, là. Yes. Emmanuel Bandoumel, Tyrese Samuel, c'est tous des joueurs qui jouent à Seton Hall, à SMU, Clemson, Arizona, Quincy Guerrier, Quincy à Syracuse. Moi, j'ai grandi, je regardais Georgetown, contre Syracuse. Là, Quincy, un autre qui a joué pour Tedford Mines, puis Allemand, il va être dans la NBA bientôt. Fait que regardez tous ces jeux. Et moi, non seulement je suis fier, mais je suis humble parce que je suis avec eux. Je fais partie de leur parcours, un petit élément, mais je les pousse. Pour moi, mon rôle, c'est de les pousser. Et c'est clair qu'on les lance beaucoup de fleurs. Mais moi, mon rôle, quand j'appelle Lugans, je lui dis, écoute, tu dois faire 7 manœuvres prochaine fois. Essaye de faire ci. Et Lugans et Chris, ils vont écouter parce que c'est des bons gars. Oui, mais ils te respectent. Tu as su gagner ce respect, M. Yiannopoulos. Moi, j'ai parlé avec... gentil, Alain. Non, mais les télamons de ce monde, lorsqu'ils nous parlent de vous, lorsque mon frère me dit, yo, Alain, c'est lui qui fait les plus grandes analyses.
Yo, mon frère, là, je sais pas, si vous me voyez, moi, je suis fort. Mon frère, c'est 3 fois Monsieur Joseph. Donc, tu sais, c'est pour te dire que le travail que tu fais est incroyable. Puis là, on a besoin de ton expertise pour la dernière question que Coconut Podcast va te poser aujourd'hui. Oh là là. Il y a un débat. Tu as vu Last Dance. On a perdu l'un de nos grands récemment, Kobe Bryant, dans ce crash d'hélicoptère, paix en son âme. Et nous avons celui qui est à sa 18e saison, tu me vois venir, hein, là. Celui qui en est à sa 18e saison, 36 ans. Écoute, là, moi, je le vois, ça fait comme 4 matchs qu'il va en overtime ou 3 matchs récemment. Puis, dernier match, il perdait par 20 points. Puis là, il réussit à remonter, il gagne. Entre Michael Jordan, que nous, on a vu jouer, là. Moi, au tout début, un peu moins, mais la toute fin de Michael, beaucoup. J'ai vu jouer Kobe Bryant lorsqu'il perdait devant Portland Trail Blazers en finale de conférence. Et puis, lui, avec Shaquille O'Neal, vont remonter la pente et gagner ce match. Pour moi, c'est un des plus grands matchs de Kobe, là. Et là, on a LeBron James, écoute, 8 fois, je pense, en finale. Quelque chose de ridicule un peu, là. Entre les trois. Puis je vais rajouter Larry Bird, puis je pourrais rajouter Irvin Johnson, si tu veux, là. Mais entre nos trois, là, Kobe, Jordan et LeBron James, lequel, d'après toi, est le meilleur? Grosse question, hein? Gros Quelle débat, question là. pour terminer le podcast. Ouais, ben c'est ça, Coconut. C'est des questions, c'est pour ça qu'on adore le sport. Parce qu'on adore le sport sur le terrain et on adore avoir ces discussions ici, sur un podcast, sur le barbershop. C'est ça c'est ça le sport. On peut être entre amis, on va discuter, on va se débattre, on va chicaner parce que mon opinion est meilleure que le tien. Mais c'est une opinion, fait qu'il n'y a pas vraiment un gagnant. Mais voilà. Je te dirais ça. Pour moi, le sport, le basketball, la NBA, c'est le seul sport où ce que le joueur super étoile, pas le joueur étoile ou le joueur complémentaire, super étoile, il y a un impact sur les deux côtés du terrain, offensivement et défensivement. Deuxièmement, le joueur super étoile de la NBA, il joue tout le match. Il joue 44, 45, 47 minutes, les 48. C'est pour ça, pour moi, je base vraiment qui est le meilleur de tous les temps avec les championnats que tu peux gagner parce que tu impactes le match, tu peux l'impacter. Pour moi, Michael Jordan, il a joué contre les meilleurs. Larry Bird, Dominic Magic, Wilkins, Isaiah Thomas, les Bad Boys. La stratégie Bill des Pistons, Bill Laimbeer, Sally, Dennis Rodman, c'était quand Jordan rentre dans la clé, c'est la corde à linge. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Puis Jordan, pas de problème, persévérance. Il a perdu contre les Pistons, mais là, il les a battus. Il a battu Magic. Il a gagné 6 championnats sur 6. Il n'est jamais allé à un match numéro 7. Oui, il a pris une retraite. T'imagines-tu s'il n'avait pas pris sa retraite, on pourrait discuter de notre. Peut-être 8 en 8, peut-être 9 en 9. Fait que pour moi, il n'y a personne. Jordan, c'est le meilleur athlète de tous les temps. Okay. Mais Kobe, écoute, quand on pense le plus proche de Jordan, non seulement avec les statistiques, mais avec la façon qu'il jouait, c'est Kobe. Ouais. Le style, il faisait tout. Il voulait être comme Jordan. Il voulait être tout comme Jordan. Puis Kobe en a gagné 5. Il en a gagné 3 avec Shaq. Chaque pas, il en gagne 2 autres. 2 tout seul, c'est vrai. Magic Johnson en a gagné 5. Puis là, malheureusement, après 10 ans, sa carrière a arrêté parce qu'il a contracté le HIV. Fait mais pour moi, LeBron, on doit lui donner que il n'arrête pas de continuer à se développer. Il continue à jouer malgré son âge. On n'a jamais vu un joueur, un athlète physique comme LeBron James. Ma seule critique pour LeBron, c'est vraiment la seule, parce que c'est un excellent humain. Il fait de l'excellent travail pour sa communauté. Il gagne sur le terrain, les points, les passes, les statistiques. Mais LeBron, 10 fois en finale. 10. Okay. C'est incroyable. 10 quand même. Ouais. Il a perdu 6 fois. Ouais. Fait que, pour moi, c'est difficile de dire le meilleur joueur de tous les temps quand c'est le moment le plus important pour gagner. Le plus important. En finale, tu perds. Je peux pas le mettre par-dessus Jordan, puis Kobe, puis Magic. Je peux pas. Mais sa carrière n'est pas terminée, LeBron. Voilà, il y en a 4, mais là, il a gagné l'année passée. Ça se peut qu'il va continuer à gagner, mais il reste un des
2, 3, 4 meilleurs joueurs de la NBA, c'est clair, parce que LeBron, il fait tout correctement sur un terrain et à l'extérieur. Mais pour moi, il doit juste gagner un peu plus quand ça compte le plus en finale. Et tu vas me dire, oui, mais Golden State, une équipe super étoile, 4 joueurs, Durant, Curry. Mais LeBron, qu'est-ce qu'il a fait avec Miami? C'est lui qui a commencé ça avec Bosh puis Wade. C'est lui qui a formé le Big Three et il a perdu contre les Spurs. Mais il reste quand même tout un joueur. Mais Jordan, The Last Dance, oui, papa. Oui, Alain. Pour terminer, là, toi, cette année, quel club a une chance de remporter la finale de la NBA? Vite de même. Puis ça va pas bien pour les Nets de Brooklyn. Ça a l'air qu'il faut qu'ils aillent chercher un joueur défensif. Harden, Irving, Durant, mais là, DeAndre Jordan, je pense qu'il est là aussi. Puis... Rendu un peu plus vieux DeAndre. Ouais, okay, c'est ça, hein? Ouais, il préconise un style vraiment offensivement. C'est 3 joueurs qu'on n'avait jamais vus ensemble côté offensivement. C'est historique entre KD, Harden et Kyrie. Mais je te dirais, c'est assez ouvert cette année. Je pense que les Lakers sont encore dans le mode où ils ont gagné le championnat. Est-ce qu'ils peuvent avoir la même intensité cette saison? Je pense que les Clippers avec Kawhi, ils ont perdu l'année prochaine. Philadelphie? Potentiellement Greek Freak, j'aimerais ça Milwaukee. Ouais, okay. Brooklyn peut-être. Malheureusement, c'est pas l'année des Raptors. Mais je pense entre Brooklyn, Milwaukee, Philadelphie, Lakers, Clippers, tu vas avoir un champion. Il y a quelque chose là. Peter Yiannopoulos, mais une entrevue incroyable. Je pense dans le milieu journalistique, je vais en faire. Il y a plusieurs qui vont être jaloux car j'ai réussi à avoir une entrevue. Mais alors là, pour moi, là, t'es une encyclopédie du basketball. Il y avait Bob C. À une autre époque, les Daniel Méthode, entre autres. Tu sais, il y en a eu, là. Mais là, Peter Yiannopoulos, du centre-ville! Eh bien, maintenant, à l'époque, moi, je voyais ça lorsqu'on voulait acheter des stores. Mais là, Peter Yiannopoulos, il l'a repris. Oui, papa! Moi, je souhaite qu'on ait une équipe à Montréal de basketball. Et les derniers mots sont les tiens. La francophonie t'écoute. La planète basketball t'écoute. La francophonie du basket est à l'écoute aujourd'hui, aussi loin qu'à Paris. Puis toi, Yiannopoulos, les jeunes aimeraient que tu leur donnes 2 petits trucs peut-être, un mot d'encouragement et tes remerciements à la fin. Et si tu as un documentaire, un livre que tu aimerais que nous allions y jeter un petit coup d'œil, on t'écoute. Merci Alain, premièrement pour l'opportunité. Tu fais du excellent travail, l'excellent boulot. Tu es quelqu'un qui est là pour notre communauté aussi, non seulement sportive, mais partout médiatique. Chapeau à toi et ton équipe. Continue sur ta belle percée. C'est important qu'on donne l'opportunité à voir du monde, de parler de nos parcours. Pour moi, encore une fois, très fier, très humble, un petit gars de Québec, un petit Québécois de Célion-Nord, un Grec qui a appris le français ici à l'école secondaire à de Roberval. J'étais chanceux de jouer avec des excellents coéquipiers, des excellents entraîneurs, l'éthique de travail, travailler fort, l'adversité va être là. Rêver, c'est important de rêver, mais c'est important d'être une bonne personne. Soyez une bonne personne, écoutez vos parents, soyez une bonne personne à l'extérieur, travaillez très fort. Des fois, les portes vont être fermées, mais des fois, les portes vont ouvrir quand vous êtes une bonne personne. Travaillez en équipe. Pour les jeunes joueurs, côté masculin et féminin, le basketball en Québec est en croissance. Travaillez fort, écoutez vos entraîneurs et soyez fiers d'être Québécois parce que pour nous, c'est quelque chose qu'on a ici dans le cœur. On représente le Québec puis on peut faire des grandes choses côté joueurs, entraîneurs, arbitres. Sur le microphone aussi, on sait des fois. J'ai fait ça un petit peu aussi, mais tu peux faire n'importe quoi dans la vie. Santé, sécurité pour tout le monde en 2021. Soyez fiers d'être Québécois, puis on continue sur cette belle percée. Si vous avez quelque chose, je suis toujours là. Je veux toujours aider ma communauté. Oui, papa, bon bagaille.
Bon bagaille. Écoute, toute une entrevue, comme je dis si bien, même avant de dire ceci, tu as dit un truc qui est super important. Il apparaît qu'au Québec, le basketball féminin est en croissance. Là. Il y a un niveau comme... C'est rare, là. Ça fait quand même 20 ans qu'on n'a pas vu ce niveau-là. Alors, moi, ça m'encourage. Là. Je vois mes petites cousines, la famille qui joue. Je suis comme, oh, wow! Puis NBA 2K aussi ont mis... on peut jouer avec les équipes féminines. Donc, tu sais, il y a vraiment une ouverture en ce sens. Comme je dis si bien à tous mes invités en fin d'entrevue, nos amis Innu, ils nous disent Chinash Kumitin. Nos amis Algonquins nous disent Miigwech. Dans la région de Montréal, nos amis, entre autres, Mohawk, nous disent Niawen. Eh bien, mes frères et sœurs grecs nous disent Efkaristo, Efkaristo, Efkaristo. Alors, merci à toi, le gourou du basketball au Québec. Oui, papa! Messieurs, dames, nous étions avec Peter Yiannopoulos, l'encyclopédie vivante du basketball à Montréal. Et je pense, ma petite boule de cristal me dit qu'il est en train de nous monter une agence de joueurs pour le Québec. Mais surtout, il y a quelque chose qui me dit qu'on risque de le voir là, comme ministre des Sports à un certain moment. En tout cas, Coconut Podcast vont être là pour lui donner un coup de pouce. Je vous invite à le suivre sur les réseaux sociaux, mais surtout à syntoniser le RDS sur votre service de câbleau-distribution et suivez les interventions, analyses de l'équipe d'RDS, mais également de Peter Yiannopoulos. Sur ce, messieurs, dames, on vient d'apprendre un peu le grec et je vous dirai merci dans la langue de nos grands penseurs. Efkaristo, merci, Niawen. On se voit pour la prochaine entrevue à Coconut Podcast. Au revoir. Merci.